Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette dernière conférence du cycle des hôpitaux en lien avec l'exposition de cette année. Vous apprécierez la fraîcheur de cette fin de journée. Vous m'entendez pas? Voilà, donc pour cette dernière conférence de cette année, voilà, le thème est une œuvre que nous avons finalement peu abordé jusqu'ici, ou alors pour évoquer les changements administratifs, les changements de gestion. Donc la période de la Révolution et de l'Empire. Donc nous accueillons ce soir Madame Trouillet, qui est directrice adjointe des bibliothèques de Compiègne, et qui nous propose une intervention sur le traitement des malades picards pendant cette période, donc de 1792 à 1815. Donc comme d'habitude, la présentation de ce soir sera suivie d'un temps d'échange et questions si vous le souhaitez. Bonsoir à tous. Je tiens d'abord à remercier les archives départementales de l'Oise de me permettre d'intervenir ce soir dans le cadre de ce cycle de conférences. Il faut savoir que cette intervention s'inspire d'un mémoire de master de recherche que j'avais mené pendant mes études à l'université Picardie-Jules Verne et qui traitait du traitement des soldats samariens malades pendant les guerres révolutionnaires et impériales. Je m'étais cantonnée aux soldats malades en laissant de côté ceux qui furent blessés sur les champs de bataille, puisqu'il faut savoir que 10% à cette époque, 10% des décès de soldats avaient été dus à des blessures ou à ses conséquences. Donc la variété des maladies et leur omniprésence m'ont permis de mieux appréhender les difficultés d'accueil au quotidien dans les hôpitaux et puis sur les différents terrains d'opération à l'étranger. De plus, la situation du département de la Somme est assez particulière et elle convenait parfaitement à ce type d'études puisque le département de la Somme est proche des armées du Nord et des armées de l'intérieur. Donc l'armée de l'intérieur, c'était l'armée qui était chargée de la défense des côtes. Et donc les hôpitaux de la Somme et de la région ont reçu beaucoup de soldats qui étaient rapatriés vers ces hôpitaux. Alors on connaît la destinée des soldats grâce malheureusement aux extraits mortuaires qui étaient renvoyés à l'administration départementale et évidemment à leur famille. Donc ce sont des documents qui constituent en fait la masse principale des archives que j'ai traitées dans cette étude, puisqu'ils nous donnent des informations assez intéressantes, notamment sur le lieu d'hospitalisation du malade, donc du soldat. Donc on se rend compte en fait que les soldats picards sont partis sur différents champs d'intervention à l'étranger, en Égypte, en Russie. On en a un peu partout, beaucoup en Italie et puis dans le Nord évidemment. Donc ici on est à l'hôpital d'Auxerre et cet hôpital a un nom particulier, c'est l'hôpital de l'humanité. Donc il faut savoir que dans les phases de déchristianisation qu'on a connues pendant la Révolution française, les hôpitaux qui avaient des noms de saints ont été renommés en respect des nouvelles valeurs révolutionnaires. Donc là on a l'hôpital de l'humanité, c'est assez intéressant. Ces documents nous donnent également l'identité, le grade et le régiment d'appartenance du soldat et puis son lieu de naissance. Et puis ce qui m'a particulièrement intéressée, évidemment, ce sont les informations concernant la durée du séjour à l'hôpital et la cause du décès. Et finalement, ces extraits mortuaires sont certifiés par l'économe de l'hôpital. On a aussi un aperçu de l'administration des hôpitaux. L'économe de l'hôpital, c'est l'intendant. Et puis on a un commissaire des guerres qui lui représente il est chargé de la police et de l'administration des hôpitaux sur le terrain, et lui il représente l'administration de la guerre, le ministère de l'administration de la guerre. Donc ce dépouillement des extraits mortuaires m'a permis de faire des statistiques en comparant par an la cause et le lieu des décès des soldats. Et j'ai également pu dresser des cartes annuelles qui indiquaient les lieux où les hommes avaient été envoyés. J'ai également pu calculer la durée moyenne d'un séjour à l'hôpital. Et donc, pendant cette intervention, je vais vous parler du pourcentage, de soldats qui sont morts de telle ou telle maladie. Donc c'est basé sur l'échantillonnage que j'ai fait des archives pendant mon travail. Donc en fait, j'ai à chaque liasse d'extraits mortuaires que j'ai traités,
par an. J'en prenais qu'un petit échantillon parce que la masse était très importante, mais en tout, j'ai traité 3335 extraits mortuaires. Et donc, j'ai travaillé surtout sur les soldats originaires de la Somme, et en fait, je pense que mes conclusions peuvent être étendues aux soldats picards, parce que finalement, la situation géographique est très proche, hein, évidemment. Autre source que j'ai utilisée dans la série L, les délibérations et arrêtés des directoires du département, qui statuaient sur des problèmes locaux tels que l'approvisionnement des troupes et des hôpitaux, le déplacement des soldats malades, la construction de nouveaux établissements hospitaliers. Donc ça donne aussi une idée de la façon dont l'administration locale a pris en charge les nouveaux, la masse de soldats malades qui étaient rapatriés dans notre région. Et puis, autre source très importante, c'est le règlement concernant les hôpitaux des armées qui date de 1792 et qui, finalement, nous donne un état des consignes de la façon dont on doit gérer un hôpital militaire au tout début de la période. Donc aujourd'hui, je vais focaliser mon discours sur les maladies qui touchaient ces soldats. Il faut savoir que la période est assez particulière puisque les guerres révolutionnaires et impériales rassemblent les caractéristiques d'une guerre totale et du coup amènent des éléments nouveaux à gérer par le service de santé des armées et par l'administration hospitalière. Donc, par rapport à l'ancien régime où les incursions en territoire ennemi étaient assez rares et limitées, les guerres révolutionnaires et impériales ont pris une dimension européenne. Il n'était plus question de jauger la force des uns et des autres et puis de s'envoyer des diplomates pendant que les armées s'évitaient. Et les guerres d'Ancien Régime avaient également des objectifs clairs comme la défense ou la conquête d'un point précis ou la libération d'otages. Les guerres révolutionnaires impériales ont eu des justifications qui ont été modifiées pendant toute la période et qui ont justifié leur étalement géographique et leur étalement dans le temps. Au début, les révolutionnaires voulaient défendre le territoire de la menace des monarchies européennes et puis étendre leurs principes qu'ils considéraient universels à l'Europe et au monde. Mais dès 1792, en fait, on va entrer dans une guerre de conquête. Et même après les traités de Lunéville et d'Amiens de 1801 et 1802, la guerre reprend en 1804 avec une intensité accrue. Napoléon, il veut mettre le continent européen au service de la lutte en fait, entre la France et l'Angleterre. Et tous les mouvements des armées ont pour but finalement d'affaiblir un camp au nord en allant attaquer au sud et vice-versa. Et donc on s'engage dans les deux camps vers une fuite en avant qui doit mener à l'anéantissement de l'adversaire. Autre nouveauté, une partie des soldats est laissée à l'arrière parce que l'étendue des terres conquises est tellement importante qu'on est obligé d'administrer les territoires qu'on a gagnés. Donc on voit du coup que des soldats picards restent sur le terrain assez longtemps, même quand les campagnes sont terminées. Par exemple, on a des soldats picards qui partent en Italie dès 1796, donc au début de la campagne d'Italie, mais en fait, leur présence est visible jusqu'en 1814. Et c'est la même chose en Égypte, hein, ils restent au moins 4 ans de plus, ils sont présents assez longtemps. Autre nouveauté de cette guerre, c'est évidemment l'augmentation des effectifs de l'armée, auquel le service de santé des armées doit s'adapter, puisque les effectifs ont été alimentés par des décrets qui encourageaient le volontariat, puis on a ordonné au département de fournir des soldats. Donc en 1793-1794, l'armée était déjà forte de 700 000 à 800 000 hommes. Donc même si ce chiffre a diminué au cours des conflits à cause des maladies, des désertions, des décès, la conscription a permis de maintenir les effectifs à des niveaux élevés et inédits. En fait. Donc comme je l'ai dit, les soldats picards ont été présents dans la plupart des théâtres d'opération, qu'ils soient employés à l'arrière pour défendre les garnisons ou sur les lieux des combats. L'extension constante des fronts les ont conduits à découvrir des régions au climat inédit pour eux. Ils furent également obligés de vivre dans des conditions nouvelles. Ainsi, la guerre totale peut être considérée comme un des facteurs de l'omniprésence des maladies dans les armées. Et ces différents facteurs obligèrent le service de santé à évoluer. Il fallait qu'il étende géographiquement son action, qu'il intensifie ses interventions, et le nombre de soldats malades étant très élevé, et qui se familiarisent avec des maladies inconnues ou disparues. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous parler des différents types d'affections qui ont touché les soldats.
mais je vais d'abord vous montrer que leur étude est assez difficile. Là, je vous ai mis sur la diapo un état des soldats des différentes armées et autres malades et blessés évacués de l'hôpital de Picquigny sur celui d'Abbeville. Ça date de 1815. Alors, il n'est pas très lisible, mais en fait, je vais vous le décrire. Ici, on a une colonne qui s'appelle « La nature de la maladie ». Et en fait, on voit qu'ils sont dits fiévreux ou blessés. Mais on n'a pas de détails supplémentaires sur la nature de la maladie. Et sur les 48 personnes qui sont listées ici, 43 sont fiévreux et donc 5 sont blessés. Donc ici, on se rend compte que le terme fièvre ou fiévreux désigne en fait une pathologie interne par opposition à la blessure elle-même. Donc c'est juste une distinction entre les malades et les blessés finalement. Et quand on dresse un tableau des différentes affections qui ont causé la mort des soldats picards et qui sont exprimées dans les extraits mortuaires, on se rend compte aussi que 77% des soldats étaient morts de fièvre. De tout type de fièvre, dont je vais vous décrire les caractéristiques plus tard. Mais à l'intérieur de ces 77% de soldats morts de fièvre, 58% ne sont morts que de fièvre. C'est-à-dire qu'il y a juste le terme fièvre qui est écrit sur l'extrait mortuaire. Alors qu'on sait aujourd'hui que la fièvre, c'est qu'une manifestation de la maladie et que l'on n'en meurt pas. En fait, on meurt de la maladie elle-même si elle est un peu plus grave, mais normalement, la fièvre n'est qu'un symptôme. On a d'autres causes de décès évoquées dans les extraits mortuaires, et en fait, peu de maladies sont véritablement mortelles. Et on se rend compte que les médecins faisaient difficilement la différence entre un symptôme et la maladie elle-même. Par exemple, en 1806, j'ai eu la preuve qu'un soldat picard était mort d'un crachement de sang. Donc, en fait, on meurt de la tuberculose, mais le crachement de sang est un des symptômes de la tuberculose. Donc, je vous laisse regarder ce tableau parce que je vais vous parler plus tard des différentes maladies pulmonaires et gastriques qui pouvaient toucher les soldats. Alors, j'ai fait des grandes caractéristiques, maladies pulmonaires, mais à l'intérieur, vous voyez qu'il y a différentes dénominations, comme la phtisie et la tuberculose, c'est la même chose. Les différentes pneumonies, la catarrhe, c'est un rhume. La pleurésie, l'effluxion de poitrine. L'hémoptysie, donc c'est du sang qui remplit les poumons. L'asthme, la suffocation, la submersion, voilà pour les maladies pulmonaires. Bon, les maladies gastriques, donc c'est surtout la dysenterie qui porte plusieurs noms, les coliques, la vomite, c'est un peu la même chose. Et la passion iliaque, en fait, c'est un nœud fait par les intestins. Et c'est une vraie cause de décès que j'ai trouvée dans les extraits mortuaires. On mourait également beaucoup d'œdème. Alors l'hydropésie, c'est un gonflement, enfin, on a les membres remplis d'eau. Voilà, l'hydrothorax, c'est l'eau dans les poumons, etc. Donc vous voyez que le vocabulaire est assez varié pour décrire des choses assez identiques. On a aussi des morts par fatigue de guerre, par affaiblissement à cause des carences, donc les corps étaient amaigris, fatigués. On a la gale et les maladies vénériennes qui étaient déjà bien connues. Le typhus, évidemment, qui est épidémique, mais qui ne se voit pas en fait dans les statistiques que j'ai montrées, parce que vous voyez qu'il y a 0,5% des soldats qui sont morts de typhus officiellement dans les extraits mortuaires, mais en fait c'est bien plus que ça, mais le typhus est noyé finalement dans les 77% de fièvre, et les soldats n'ont pas décrit précisément le typhus dans les extraits mortuaires que j'ai pu traiter. On a quelques affections nerveuses et cérébrales, et puis des atteintes psychiques comme la nostalgie, des dépressions, et puis des crises de folie également. En ce qui concerne les fièvres, il faut savoir qu'elles rassemblent des affections qui se ressemblent, mais aussi des affections différentes, et que les terminologies changent en fonction de la région dans laquelle on se trouve. Par exemple, la fièvre intermittente en Occident était la peste en Orient. La fièvre jaune dans le Sud pouvait être le typhus au Nord. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve peu de causes précises de la mort des soldats. Dans les archives plus administratives, on trouve aussi des exemples de maladies qui frappaient les hommes de l'époque, mais qui n'étaient pas nommées précisément.
Donc ici, on a un gendarme qui annonce qu'il est attaqué d'une faiblesse d'estomac et d'une affection de poitrine. Donc c'est écrit là, une faiblesse d'estomac et une affection de poitrine. Et qui demande l'autorisation de prendre un congé. Donc là, encore une fois, on a plus une description des symptômes que le nom de la maladie elle-même. Et autre exemple, un officier de santé à l'hospice militaire de Beauvais affirmé qu'il ne pouvait se rendre à l'armée dans une lettre parce qu'il était atteint d'une maladie putride. Donc là encore, on n'a pas de précision sur la véritable maladie. Et vous verrez dans les différents documents que je vais vous montrer que l'orthographe des maladies lui-même est modifié en fonction de la personne qui rédige. Voilà, donc en dehors de ces considérations sur la nosologie des maladies, il y a des maladies qui étaient très bien connues par les soldats et des affections communes que les soldats avaient en France et qu'ils ont emmenés sur les différents terrains d'opération avec eux. Donc évidemment, il y a la gale et les maladies vénériennes. Le règlement concernant les hôpitaux des armées de 1792 consacrait un titre entier à ces vénériens et ces galeux. La gale frappait 10% des effectifs. Je vous ai mis un extrait mortuaire là qui atteste de la mort d'un soldat d'une gale compliquée, c'est écrit là, donc une gale avec 2 ailes compliquées, à Salamanque. On avait d'autres types de gales, des gales répercutées ou des gales associées à d'autres maladies vénériennes ou des gales compliquées d'infections surajoutées. Dans les armées, les maladies vénériennes, elles sévissaient de manière permanente avec des poussées épidémiques. Et la gale et la syphilis sont toutes deux des maladies qui se transmettent par simple contact. Là, je vous ai mis des extraits mortuaires qui attestent de mort due à une maladie syphilitique, ici. Et ici, on a un mal vénérien. Alors la syphilis, elle est due à une infection qui provoque au début un chancre, c'est-à-dire une ulcération, et puis ensuite on a des atteintes nerveuses et viscérales. C'est une maladie sexuellement transmissible et les soldats l'attrapaient en côtoyant les prostituées qui suivaient les armées. Et en Égypte, par exemple, à l'automne 1800, cette maladie se propagea depuis les harems jusque dans les casernes. Larrey, le grand chirurgien de l'époque, la considère dans son journal comme une fatalité. Je le cite, « Priver de la société des femmes le militaire acclimaté qui avait repris toutes ses forces et sa vigueur, c'était le conduire à l'ennui et à la nostalgie. » Donc il réussit pourtant à convaincre le commandant d'ouvrir un dispensaire anti-vénérien. Ces maladies comme la gale et les maladies syphilitiques étaient des maladies qui se cachaient le plus longtemps possible et du coup quand elles étaient prises en charge par les médecins, elles étaient déjà devenues très graves. Il y a d'autres maladies courantes qui touchaient les soldats, donc on l'a vu dans le tableau précédent, de nombreuses maladies intestinales et des voies respiratoires. Il y avait d'autres maladies très contagieuses comme la variole évidemment, et d'autres maladies dont la transmission était favorisée par la malpropreté et les mauvaises conditions d'habitation et d'alimentation comme la phtisie, donc la tuberculose, la dysenterie, le paludisme. Donc ces maladies qui touchaient la population française ont suivi les soldats dans leur marche et ils furent également atteints par des affections propres aux régions traversées. Alors, par exemple, je vous ai mis ici 2 extraits mortuaires qui attestent de la mort de 2 soldats par la peste en Égypte, à Alexandrie. Donc là, on est à Alexandrie. Et vous voyez la peste qui est écrite là. On sait aussi que le typhus est une des maladies épidémiques qui a touché l'armée à partir de la bataille d'Austerlitz et qu'il l'a suivi partout. Elle l'a suivi dans sa retraite comme dans son avancée. Et donc l'épidémie se propagea jusqu'en France avec les évacués et les prisonniers. Les officiers de santé en étaient aussi victimes et on assiste à des poussées sporadiques du typhus pendant toutes les campagnes impériales. Elle était activée par les conditions d'hygiène, la fatigue et les états de dénutrition. Et donc, pendant la campagne de Russie, elle a fait des ravages.
En Égypte, les soldats sont morts aussi de la dysenterie, du paludisme, de l'ophtalmie contagieuse, de l'abcès du foie, de la lèpre, du tétanos, de la variole, mais aussi du scorbut, qui était endémique là-bas, et puis de la peste. Mais le scorbut a touché l'armée à peu près partout, hein. C'est une carence alimentaire, donc on n'avait pas besoin d'être en Égypte pour l'attraper. Et là, on a deux exemples de morts dues au scorbut, l'une à Chalon et l'autre à Malte. En Espagne, les soldats ont aussi rencontré la colique de Madrid. Et puis, il y a eu une épidémie de fièvre jaune en Espagne. L'armée d'Espagne, qui était en retraite à ce moment-là, fut contaminée en octobre 1812. On a pris des mesures prophylactiques pour éviter une contagion trop large. On a ouvert un lazaret, on a incinéré tout objet ayant été en contact avec les soldats, et on a isolé les régiments qui avaient transité par la zone contaminée. Donc finalement, on est venu assez rapidement à bout de l'épidémie. La Russie a aussi été un terrain pour la gangrène par congélation, puisqu'évidemment les soldats ont souffert des attaques du froid. Et il faut savoir qu'en fait, les maladies étaient tellement présentes qu'elles devenaient un élément tactique militaire. Par exemple, Napoléon, qui attachait une grande importance aux fièvres des marécages et qui avait été informé que les Anglais débarquaient dans les Pays-Bas en 1809, avait écrit à son général: ordonner à tous nos officiers de laisser paisiblement débarquer les Anglais, mais de les fixer dans l'île où le mauvais destin les attire. Ils trouveront là le général Fièvre, qui combattra si bien pour nous que l'ennemi devra bientôt battre en retraite après avoir perdu le meilleur de ses effectifs. Donc, surajouté aux affections classiques des soldats, plus les maladies qu'ils vont attraper en allant à l'étranger sur différents terrains de bataille, les soldats ont aussi attrapé des affections causées par la vie militaire. Alors évidemment, la première conséquence de la vie militaire, c'est la fatigue, puisqu'il y avait de longues marches, on devait se déplacer, les corps devaient se déplacer pour aller servir de renfort à d'autres troupes, etc. Donc on devait marcher très rapidement sur des longues durées et sans pouvoir forcément se reposer. Ici, donc sur ces extraits mortuaires qui sont très chargés, on a ici une mort causée par un dépôt d'humeur suite des fatigues de la guerre. Et par ici, on a une maladie, une fièvre putride contractée dans un service assidu et pénible. Alors, il faut savoir que l'extrait mortuaire de droite concerne un infirmier qui travaillait dans l'hôpital de Gravelines où il est décédé. Et donc il a contracté cette fièvre, je pense, en travaillant dans l'hôpital. On mourait également de conséquences des blessures, évidemment. Ici, on a une mort qui a été causée par une fièvre putride à la suite de plusieurs coups de sabre à la tête, à Cologne. Et puis ici, on est à Poitiers, et donc on a, ça doit être l'extrait mortuaire le plus gore que j'ai trouvé, on a un ulcère à la tête avec une carie des os du crâne et une gangrène du cerveau. Voilà. Et puis, évidemment, dans les hôpitaux se développaient des maladies nosocomiales qu'on appelle la pourriture d'hôpital. Donc ici, on a une mort qui a été causée par une pourriture d'hôpital qui a détruit l'artère crurale, c'est écrit là. Donc l'artère crurale, c'est l'artère de la jambe. Donc on savait que la contagion était due à l'atmosphère infectée des hôpitaux. Et la virulence des streptocoques et des staphylocoques était augmentée. Les suppurations des plaies provoquaient également des fièvres septicémiques. D'après un rapport de l'ARRE, environ 10% des blessés hospitalisés mouraient et 20% devenaient invalides. Et la peur des contaminations poussait les chirurgiens à recourir hâtivement aux amputations. Donc en fait, même placés dans les institutions de santé, les blessés, les malades ne pouvaient pas être certains de leur sort. Autres maladies qui touchaient plus spécifiquement les soldats sont les maladies psychiques.
Ici, je vous ai mis un extrait d'instruction rédigé par la Commission de santé sur les maladies et les infirmités qui nécessitent la réforme ou s'opposent à l'admission au service militaire. Et on y décrit la nostalgie. C'est une sorte de grosse dépression due au mal du pays. Donc elle est décrite comme suit. Les militaires atteints de la nostalgie ou maladie du pays pourront obtenir la permission d'aller passer quelque temps dans leur famille. Ces officiers de santé s'attacheront scrupuleusement à distinguer la tristesse simulée et l'envie passagère de retourner dans ses foyers, d'avec cette mélancolie profonde et ce désir ardent de revoir ses parents et son pays natal, affection qui caractérise véritablement la nostalgie. Donc il s'avère ici aussi de distinguer les déserteurs des vrais malades. On a aussi, je vous ai mis deux exemples de décès dus à des nostalgies, à la nostalgie, et puis on a aussi un cas de spasme nostalgique qui m'a l'air un peu plus violent. Pendant la guerre de Vendée, par exemple, on a eu des récits, des descriptions de troubles psychiques qui atteignaient les soldats de manière individuelle ou collective. Donc on a des témoignages de panique sur le champ de bataille et de troubles, des délires obsessionnels dans les hôpitaux. Par exemple, ici, on a un cas de manie. Donc la manie, c'est un trouble de l'humeur qui consiste dans la survenue en alternance d'épisodes dépressifs suivis par des épisodes maniaques. Donc les épisodes maniaques, c'est une humeur joviale, euphorique, accompagnée de projets grandioses et d'idées de grandeur et d'hyperactivité. Donc là, on est proche de la folie. Donc ce panorama des maladies affectant les militaires pendant leur service atteste de l'omniprésence des maladies sur les différents terrains de combat. En dehors des affections qui sévissaient habituellement en France et qui étaient aggravées par les conditions de vie des soldats, ils rencontrèrent des maux nouveaux, rencontrés lors de leur déplacement dans des régions au climat extrême ou apportés par des bateaux dans les ports. La guerre elle-même, par les complications des blessures et les troubles psychiques, causa de nombreux décès. Mais certaines de ces maladies ne purent être traitées efficacement qu'à cause de l'impuissance des officiers de santé. On peut en effet se demander si les praticiens se sont trouvés dépassés. Alors c'est certain, ils ont été dépassés par le nombre important de soldats malades. Mais dans les différentes manières de nommer les maladies et dans le vocabulaire utilisé pour les décrire, on voit qu'il y a des doctrines médicales diverses qui sont mises en œuvre, qui sont utilisées. Et ces doctrines, elles trahissent une persistance des croyances superstitieuses et de la tradition, alors que d'autres témoignent de nouvelles visions du corps humain et de l'apparition de nouvelles techniques. Les guerres, c'est malheureux à dire, mais les guerres ont toujours permis une certaine avancée de la médecine parce qu'on trouvait des terrains d'expérimentation et un petit peu plus de liberté finalement pour tester de nouvelles choses. Et donc d'abord, dans les extraits mortuaires, souvent, on voit des traces de dénomination des maladies qui témoignent de la persistance des théories des humeurs exprimées par les écrits hippocratiques. Ici, on a un extrait mortuaire qui témoigne d'un décès causé par la leucophlegmatie. Donc on trouve, c'est un déséquilibre du flegme en fait, une des 4 humeurs, puisque d'après les anciens, la santé était caractérisée par un équilibre entre les 4 humeurs, le sang, le flegme, la bile jaune et la trabile, et que quand on était malade, en fait, il fallait rétablir l'équilibre de ces 4 humeurs. Donc le but des médecins, ces idées étaient encore suivies au XIXe siècle, et donc par exemple dans une description de l'apoplexie, on dit qu'elle est plus courante chez les personnes au tempérament sanguin. Donc ça veut dire qu'il y avait un déséquilibre du sang, trop de sang dans le corps de la personne, et c'est là qu'on prescrivait la sémiline. Le cas des dénominations des fièvres montre aussi qu'il y a différents courants médicaux qui se côtoient. Donc ici, à droite, vous avez des exemples de fièvres qui sont décrites dans les extraits mortuaires, donc qui ont causé la mort de soldats picards.
Et donc dans ces dénominations, on trouve les différents courants médicaux qui étaient utilisés à l'époque, qui étaient connus des médecins. Et un médecin donné pouvait utiliser des dénominations, aller chercher des dénominations dans les différents courants. Finalement, ce qu'on trouve dans les archives, c'est un amalgame de toutes ces connaissances. Et l'usage de ces dénominations dépendait de l'habitude du médecin, de ses connaissances, de ce qu'il et de ses expériences personnelles. Alors, les fièvres adynamiques et ataxiques, par exemple, c'est une terminologie qui dérive de la nosologie de Pinel. Alors, Pinel, quand médecin, avait écrit une nosographie philosophique en 1798 et il avait rangé les maladies comme les naturalistes, donc comme les animaux, avec des espèces, des ordres et des variétés. Et donc on retrouve ces fièvres adynamiques et ataxiques dans sa nosologie. La fièvre adynamique, c'est une fièvre avec un affaiblissement du corps. Et une fièvre ataxique, c'est une fièvre associée à des mouvements désordonnés. Exactement. La fièvre bilieuse, la fièvre pituiteuse, muqueuse et la fièvre putride sont des fièvres, des dénominations qui viennent de la théorie des humeurs d'Hippocrate. On retrouve la bile, le pu et la pituiteuse, donc c'est les humeurs qui se sont greffées sur les muqueuses. Ensuite, les fièvres pouvaient être décrites en fonction de critères cliniques. Donc là, on est plus dans l'observation et c'est un peu plus scientifique finalement. On est dans l'observation des cycles de fièvre. La fièvre hectique, c'est une fièvre qui est en dents de scie, qui monte et qui baisse quotidiennement. La fièvre lente, c'est une fièvre constante. La fièvre quotidienne a un pic fébrile tous les jours. La fièvre tierce tous les 3 jours. La fièvre quarte tous les 4 jours. La fièvre intermittente, bon, elle est changeante. La fièvre continue, elle est stable. Et la fièvre rémitante, c'est une fièvre en rémission, donc qui a tendance à baisser. On décrit aussi les fièvres en fonction du pronostic. Donc, dans les extraits mortuaires, j'ai trouvé que des fièvres malignes, mais évidemment, il y a aussi les fièvres bénignes. Et pour finir, on a des critères étiologiques, c'est-à-dire qui sont basés sur les symptômes associés aux fièvres. Donc la fièvre pulmonaire associée à une maladie des poumons, gastrique, des intestins. La fièvre vermineuse est associée à la présence de vers. La fièvre atrophique est avec marasme, donc c'est une fièvre qui est associée à un affaiblissement et à un amaigrissement du corps ou d'une partie du corps. Et la fièvre cérébrale, on fixait son origine dans un problème nerveux du cerveau. Donc finalement, toutes les descriptions des fièvres qu'on a sont très subjectives. Et ça explique la multitude de fièvres qu'on trouve dans les archives. Concernant les médicaments et les thérapeutiques, on trouve aussi un attachement à la thérapeutique ancienne. Alors, je vous ai mis ici 3 extraits du règlement concernant les hôpitaux des armées qui traitent donc des soins qui étaient apportés aux malades. Le premier traite des soins, en haut à gauche, traite des soins pour les galeux et les vénériens. Donc on y parle de remèdes internes, de topiques et de bains. Alors les topiques, ce sont des médicaments appliqués à l'extérieur du corps sur les parties malades. Par exemple, pour la gale, on appliquait une pommade composée de soufre, d'élébore blanc, c'est un purgatif toxique, et de graisse de porc. Donc finalement, le soin était plus dangereux que la maladie elle-même. Les maladies vénériennes étaient soignées par des préparations au mercure, par fumigation ou par friction. Donc là aussi, c'était assez dangereux. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on pratiquait encore la saignée à cette époque. Alors, on commençait à la critiquer, mais on critiquait l'abus de la saignée et pas l'usage. Donc, on continuait à la pratiquer quand même. Le deuxième exemple ici, on fait référence aux remèdes simples et aux remèdes composés. Donc, la pharmacopée était caractérisée par une grande variété de ses composants.
Elle était essentiellement galénique, c'est-à-dire à base de plantes, auxquelles on ajoutait des produits d'origine animale et des remèdes chimiques. Les plantes médicinales qui sont dites simples avaient chacune une vertu particulière pour servir de remède simple. Et donc dans le dernier exemple, on évoque la possibilité de mettre les patients au régime avec la préparation de bouillon. Alors ça nous est toujours prescrit, hein, la diète quand on est malade, mais par contre là la justification est un peu discutable puisqu'on considérait que la nourriture ingérée par un malade fiévreux allait se transformer en pourriture, et donc on peut penser que la diète était assez généralisée pour certains types de fièvre et que ça allait plutôt affaiblir le malade que le soigner. Alors à cette époque, il y a deux nouvelles plantes qui sont importées d'Amérique du Sud, le quinquina qui était efficace contre les fièvres et l'ipecacuanha qui était utilisé pour la dysenterie. Mais en fait, leur usage n'a pas été généralisé parce qu'il y avait des problèmes de codification dans la posologie et dans l'usage, et du coup, elles n'ont pas montré leur intérêt immédiatement. Et puis, à partir de 1808, il y a eu un blocus continental qui a empêché l'exportation, enfin, l'importation de ce genre de remèdes. Et on a manqué d'opium aussi rapidement. Alors l'alcool était aussi considéré comme un soin, un médicament. Je vous ai mis ici un document d'archives extrait du registre des délibérations des administrateurs du département de la Somme qui atteste de livraison d'eau de vie dans l'hôpital. Donc encore une fois, donner de l'alcool à un malade qui a de la fièvre, c'est pas forcément une bonne idée puisque l'alcool augmente la température du corps, donc c'est pas idéal. Et donc voilà, on voit que, je vais commencer par le pire, après c'est mieux. La persistance des anciennes doctrines médicales et l'incompréhension des causes des maladies n'encourageaient pas la recherche de nouvelles thérapeutiques. Mais en fait, certaines découvertes ont mis en question les théories des anciens et ont engendré des réflexions sur le fonctionnement du corps et sur les moyens de prévenir les maladies. Donc on voit dans les extraits mortuaires certaines dénominations de maladies qui montrent que d'autres doctrines médicales ont été défendues à cette époque-là. Par exemple, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, on a fait de la recherche sur l'électricité et on s'est rendu compte qu'il y avait des fibres dans le corps humain. Et du coup, les qualités humorales traditionnelles ont perdu de leur pertinence. Et on a établi de nouvelles distinctions entre les personnes qui avaient des corps avec des fibres délicates et relâchées, qu'on opposait à ceux qui avaient des fibres consistantes et tendues. Donc la maladie ne venait plus d'une faiblesse particulière. Non, la maladie venait donc d'une faiblesse particulière dans laquelle les spasmes et les convulsions prenaient un rôle déterminant. Donc finalement, l'origine des maux, des maladies s'est déplacée vers les nerfs. Ici, on a un exemple de décès dû à une maladie nerveuse. On a d'autres terminologies, on a l'apoplexie nerveuse, des convulsions générales, des fièvres nerveuses. Et c'est ces dénominations qu'on retrouve dans les extraits mortuaires. Cette nouvelle vision du corps humain, du coup, a engendré la condamnation des liqueurs spiritueuses. Donc on a donné moins d'alcool aux soldats, puisque l'alcool risquait de détruire le pouvoir des nerfs et de provoquer d'autres tremblements supplémentaires ou des convulsions. À cette époque, on a aussi développé un débat sur la rusticité, la mollesse et le durcissement des corps, et les médecins craignaient un relâchement des fibres qui pourrait déclencher une certaine mélancolie. Donc ça peut expliquer les termes qui sont utilisés pour nommer les maladies psychiques des soldats comme les maladies de langueur. La plupart des systèmes médicaux mettaient aussi en avant la nécessité de l'observation et de l'expérience. Dans le règlement concernant les hôpitaux des armées de 1792, il y a une importance qui est donnée à la visite des malades, à l'observation et à l'instruction des officiers de santé étudiants. On donne aussi la possibilité aux médecins de faire des autopsies. Par exemple,
ici, on est à Saint-Cyr, hein, l'hôpital militaire de Saint-Cyr, et on peut se douter, vu la description de la maladie, donc on a un dépôt énorme dans le rein droit, que le malade a dû, le corps a dû être ouvert pour trouver l'origine de la maladie. L'étape du diagnostic était également plus grande. On ne faisait plus un simple interrogatoire du malade, on le touchait. C'est une nouveauté puisqu'auparavant la palpation était quelque chose qui était vu comme une activité manuelle et qui était laissée aux chirurgiens. Donc là, les médecins commencent à toucher les malades et du coup à découvrir des lésions supplémentaires qui étaient invisibles et qui pourraient du coup expliquer certains symptômes. Et finalement, pendant les guerres révolutionnaires et impériales, on voit aussi apparaître l'essor de la salubrité. C'est quelque chose qui est rappelé dans les différents règlements et instructions que j'ai pu utiliser. Par exemple, dans le règlement concernant les hôpitaux des armées qui date de 1792, il y a un titre complet qui est dédié à la salubrité. Donc, il s'appelle « Du choix des emplacements, de la salubrité et de la police intérieure des hôpitaux ». C'est intéressant puisqu'on voit que la salubrité est liée à la police, donc c'est quelque chose d'assez important. Je vais vous lire l'article premier. Le succès dans le traitement des malades et des blessés, tenant en grande partie à la salubrité du local, et celle-ci dépendant de son étendue, de sa propreté, de la facilité avec laquelle l'air intérieur des salles peut être renouvelé par l'admission d'un air atmosphérique qui ne pêche par aucune qualité extrême, et surtout par une surabondance d'humidité. Les emplacements destinés soit au logement momentané de l'hôpital ambulant, soit à former les hôpitaux sédentaires à la suite de l'armée, seront choisis par le régisseur sous les ordres du commissaire ordonnateur, toujours d'après ses principes et de l'avis des officiers de santé en chef. Donc c'est une manifestation en fait du développement de la médecine préventive et de l'hygiène qu'on avait commencé à voir prendre dès le milieu du XVIIIe siècle. Il existait d'ailleurs un courant idéologique en faveur de la propreté. Les philanthropes, les philosophes et les encyclopédistes avaient proclamé le droit de l'homme à la vie saine, et puis la propreté était devenue une vertu républicaine. Le pouvoir nocif de l'air sur les corps et sur les plaies était un dogme indiscuté. Pour les médecins aéristes, les infections étaient provoquées par des miasmes atmosphériques qui pénétraient les corps par leurs ouvertures. Donc à l'époque, on ne connaissait pas encore les microbes, mais on savait, on se doutait qu'il y avait des petits éléments qui volaient dans l'air et qui pouvaient créer donc, les maladies en rentrant dans les corps. Donc on ne comprenait pas vraiment le lien entre l'infection et la contagion, mais on avait des observations pratiques qui montraient que la contagion existait. L'excès de chaleur, d'humidité et les odeurs de l'air étaient considérés comme des facteurs aggravants. Et la respiration et la laine étaient par ailleurs considérées comme des excréments. Donc l'aération des endroits encombrés et recevant du public était donc indispensable. La propreté devait empêcher le développement des miasmes. Et donc, on voit des mises en pratique de cette salubrité dans un... Là, on est dans une délibération des administrateurs du département de la Somme. Le citoyen Chivaille, qui est commissaire des guerres, a envoyé une lettre par laquelle il prévient l'administration que dans le nombre des déserteurs détenus à la citadelle d'Amiens, il y en a 60 qui sont galeux, et il demande un local dans lequel il puisse les faire traiter afin d'éviter la contagion de cette maladie. Les médecins étaient aussi conscients que les sécrétions des malades étaient aussi des vecteurs de contagion. Donc le blanchissage du linge était une grande affaire. Aux archives départementales de la Somme, on conserve un marché, c'est comme un marché public, pour choisir le blanchisseur officiel des hôpitaux de Corbie et d'Amiens. Et on se rend compte dans ce marché que le rôle du blanchisseur est crucial. On remet en état la route qui va
de sa blanchisserie à l'hôpital pour qu'il puisse travailler dans de bonnes conditions. Et on sait également que ces chevaux sont exempts de réquisition, voilà, pour lui permettre de maintenir son service sur une longue durée. La salubrité des hôpitaux devait aussi être le fait des hommes par l'utilisation du savon. On a ici un extrait d'une lettre du directeur de l'hôpital ambulant installé à Amiens qui demande à récupérer une quantité de savon qui avait été saisie chez un particulier. Dans le règlement concernant les hôpitaux des armées, il est stipulé à plusieurs endroits que la salubrité est l'affaire de tous, que ce soit du directeur, du personnel soignant évidemment, des officiers de santé, des chirurgiens, des infirmiers, mais également c'est aussi l'affaire de l'aumônier évidemment qui doit enterrer les corps le plus loin possible des hôpitaux, ou en tout cas, comme c'est dit à la fin, dans la position la moins défavorable à la salubrité. Donc dès 1792, en théorie, des mesures ont été prises afin de prévenir les maladies, en séparant les malades contagieux des autres, en aérant les locaux et en fixant les responsabilités de chacun. Mais en fait, sur toute la période, on a des instructions et des lettres de généraux qui rappellent ces principes. Et le fait qu'ils aient besoin de le rappeler, c'est que ce n'était pas généralement mis en place. Donc on a par exemple une instruction sur les moyens d'entretenir la salubrité et de purifier l'air des salles dans les hôpitaux militaires de la République, qui est diffusée en 1794. Et puis on a ici une lettre du général en chef de l'armée du Nord, Pichegru, au directeur officier de santé des hôpitaux, qui date de 1794 également, dans lequel il rappelle il appelle l'attention des officiers de santé sur la propreté et la salubrité des hôpitaux. Il prévoit des grandes chaleurs et du coup on doit redoubler de soins et de précautions pour la conservation de la santé des frères malades, mais aussi pour garantir les contagions et les maladies épidémiques qui désolent déjà quelques parties de l'Europe. Finalement, dans un des registres de délibération des administrateurs du département de la Somme, on a une mise en pratique de ces principes de salubrité. On est à la fin du chantier de remise en état de l'hospice civil et militaire d'Abbeville. Et on se rend compte en fait que des choses assez importantes ont été oubliées pour assurer la salubrité des locaux. Alors, je vais vous le lire. On y a omis des choses extrêmement essentielles, soit pour la sûreté, la propreté ou pour le maintien de la police et pour empêcher les dilapidations. Qu'il conviendrait de ne pas laisser subsister les latrines dans les salles, de ne pas réunir deux salles sans une porte commune, qu'il faudrait disposer un logement pour les 2 chirurgiens, leur donner un local pour préparer leurs appareils et procurer un chauffoir aux malades. Enfin, qu'il paraît convenable de donner quelques décorations à cet établissement. Que l'on réparera ces omissions en établissant au rez-de-chaussée un péristyle qui servira de chauffoir et 2 cabinets, l'un à l'usage des officiers de santé pour disposer leurs appareils, l'autre pour le portier, que cet étage aura 8 pieds sous le plafond, que les latrines seront établies sur la rivière et séparées des salles par un refend. L'administration du département, considérant que les changements et augmentations proposés ci-dessus paraissent d'une indispensable nécessité, ils contribueront et au bien-être des malades et à une plus grande facilité dans la tenue de cette maison, à arrêter d'approuver la délibération. Donc ainsi, malgré la persistance des théories des anciens, des dénominations anciennes des maladies et d'un attachement à la thérapeutique archaïque et parfois dangereuse, on a observé un développement de l'activité de recherche scientifique à travers des nouvelles doctrines, un perfectionnement du diagnostic et d'une coopération entre les praticiens, et une volonté de prévenir les maladies grâce à des principes de salubrité et d'hygiène plus ou moins bien appliqués. Pour conclure, l'omniprésence des maladies dans les armées révolutionnaires et impériales est donc la conséquence de plusieurs facteurs. Le premier correspond à la modification de l'art de la guerre, les soldats étant au cœur d'une guerre totale que les belligérants étaient incapables d'arrêter. S'étendant dans le temps et l'espace, elle faisait s'opposer des armées de plus en plus larges. Les soldats picards présents dans la plupart des places stratégiques devaient faire face à des climats et à des terrains qu'ils ne connaissaient pas. Ils étaient vulnérables aux maladies inédites qui s'y développaient. Ils devaient également lutter contre les affections communes aggravées par les conditions de vie et contre des maux caractéristiques des militaires. L'omniprésence des maladies était donc aussi liée à leurs simples conditions de soldats.
finalement, l'attachement des praticiens aux anciennes doctrines médicales traditionnelles, l'empirisme des nouvelles pratiques et le suivi inégal des principes d'hygiène dans les hôpitaux entraînèrent un développement important des maladies. Merci pour cette présentation qui montre une période que nous avons peu traitée, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis dont certains éléments font écho, pour ceux qui ont visité l'exposition, à des choses qu'on voit se développer au XIXe siècle, notamment en termes d'hygiène, de salubrité, ou on va dire d'examen médical et d'auscultation. C'est des choses qu'on voit ensuite se développer et se répandre, du moins dans les hôpitaux civils qu'on présente dans l'exposition. Donc des micros circulent dans les deux allées pour ceux qui veulent poser des questions, obtenir quelques précisions, faire une remarque, n'hésitez pas. Oui, j'aurais voulu savoir qui était Pinel. C'était un médecin militaire ou un civil? Non, c'était un médecin civil. Pinel, il a beaucoup travaillé aussi sur le traitement des aliéniques. Il y a un nom qui marque certains hôpitaux. Oui, oui, c'est ça. ça. Ça doit être un grand personnage. Oui, exactement, oui. Un grand médecin. L'équivalent du CHI Clermont dans la Somme, c'est l'hôpital Pinel d'Amiens qui porte le nom effectivement de ce praticien. Qui a lancé les prémices de la psychiatrie et le traitement moderne du fou, de l'aliéné, comme on l'a appelé à l'époque. Merci. Moi, je vais poser une question d'archiviste. J'avoue que je ne me suis pas penchée sur la conservation en masse, en tout cas d'extraits mortuaires aux archives départementales de l'Oise, puisque vous avez évoqué plus de 3000 extraits, ce qui paraît quand même énorme, donc qui est envoyé à l'administration du département dont provenait le... Oui, c'est ça, exactement. On a des liasses qui datent aux archives départementales de la Somme, en tout cas, de l'an 2 jusqu'à 1814. Je me suis vraiment restreinte à cette période. Et on a des liasses entières. Alors, c'est classé dans l'ordre alphabétique du nom du soldat. Et par ordre chronologique du coup, et voilà, en 3300 extraits mortuaires, c'est à peu près un tiers, ça me paraît faible en fait, par rapport à la masse de soldats qui ont été envoyés là-bas, mais ça fait quand même une masse d'archives assez conséquente et qui permet de faire un travail statistique assez bon, je pense. Mais oui, donc, je ne me suis pas posé non plus la question pour l'Oise, je ne peux pas vous dire... Et est-ce que ça a été complété ou est-ce que ça pourrait être complété par des sources au service historique de la Défense ou pour cette période-là, c'est peut-être... Oui, c'est sûr. Oui. Comme c'était un mémoire de master, je ne me suis pas étendue aux services d'archives nationaux, mais il est certain que ce genre de document doit aussi être présent au service historique de la Défense. Et il doit y avoir une masse énorme de documents d'archives qui traitent de cette période, assurément. Bonsoir. J'aurais une question par rapport à la chirurgie. En fait, on sait que 14 clinique a été la grande apogée finalement des nouvelles techniques de chirurgie. Vous parlez peu de chirurgie, vous parlez beaucoup de médecine interniste. Oui. Et du coup, il y a eu peu d'évolution au moment de ces guerres napoléoniennes sur la chirurgie. Non, il y a eu beaucoup d'évolutions pendant les guerres révolutionnaires et impériales sur la chirurgie, notamment sur la rapidité pour pratiquer les amputations. C'est l'armée qui a mis ça en place. Moi, c'est un parti pris dans ma recherche. En fait, j'ai travaillé sur les malades parce qu'ils étaient très nombreux et que c'était plus varié finalement, puisque dans les extraits mortuaires, qui est la source principale, au moins pour savoir ce qu'ont vécu ces soldats sur le front, en fait, quand ils sont blessés, souvent c'est juste écrit blessé. Donc la variété, il n'y a pas de variété en fait, on sait juste qu'ils ont été blessés et qu'ils sont morts des conséquences de la blessure. Donc c'est un parti pris personnel, mais évidemment il y a eu beaucoup d'avancées chirurgicales, la mise en place de nouveaux outils pendant les guerres révolutionnaires impériales. Pour répondre à la personne de tout à l'heure, je dois signaler que la fièvre a été commencée à être prise
à partir du 19e siècle. Il y a notamment un traité, je n'ai oublié le nom, qui défend, qui signale l'importance de la prise de fièvre. J'ai beaucoup admiré ce que vous avez dit, car j'ai travaillé moi aussi sur les hôpitaux civils et pas militaires, et c'est vrai que c'est le diagnostic qu'on voit partout, c'est fièvre. Ça répond à un tas de choses, à n'importe quoi, car on ne prenait pas la température. C'était l'aspect du malade, et on ne prenait pas du tout la température. Je retrouverai dans mes papiers l'auteur, c'est un auteur allemand qui a fait tout un traité du XIXe siècle, et ça a été repris après par des médecins français qui défendaient et qui insistaient sur la prise de la température. Alors, deuxième chose aussi, la contagion, on la connaissait, mais on ne savait pas pourquoi, d'où ça venait. Et je me permets de vous rappeler le magnifique travail de Tenon de 1888, où il avait fait en Angleterre, il avait vu l'hôpital de Portsmouth, de la Royal Navy, qui était pavillonnaire, et proposait la construction, déjà pour les hôpitaux, de structures pavillonnaires. Et le premier hôpital qui était construit en France, c'est Lariboisière, sous Napoléon III. La chaleur de... Pas de remords. Nous allons nous arrêter là. Monsieur Barbier, je suis déçue, mais on n'a rien à dire ce soir. Bon, donc là on a parlé essentiellement des malades, donc sur le site, si vous voulez. Tout ce qui concerne la chirurgie du champ de bataille, le traitement, ça, c'est complètement différent. Très bien, donc nous allons vous arrêter là pour cette soirée. On vous remercie pour votre présentation, d'être venu parmi nous ce soir. Bonne soirée à tous. Merci.